À toutes et à tous, bonjour. Elles ne font plus qu'un depuis le 1er janvier 2018. Bientôt 2 ans que la police nationale et la gendarmerie nationale du Bénin, ces deux structures, vivent leur mariage. Un mariage forcé, puisque n'émanant pas des époux eux-mêmes, mais de leur chef suprême, dont les ambitions en matière de sécurité des Béninois est quand même noble. Mutualiser les moyens, qu'ils soient humains ou matériels, pour mieux assurer la sécurité, notre sécurité, dans un environnement sous-régional où l'insécurité sous diverses formes dicte sa loi. Le président de la République est sûr de son ordonnance pour nous guérir de ce mal. Aucune légèreté de nos hommes en uniforme ne doit faire dysfonctionner le système. Avec rigueur et fermeté, il le fait savoir. On n'a qu'à regarder, se rendre compte du nombre de commissaires relevés de leur poste dès qu'un malheureux événement survient dans leur zone de couverture. Même à la tête de la désormais police républicaine, le ménage n'a pas manqué. En moins de 2 ans, nous en sommes au 2e directeur général. Des rangs de ceux qui assurent notre sécurité, des grognes ne manquent pas. Quelques plumes anonymes signent des textes qui sont ventilés sur les réseaux sociaux. Les mêmes réseaux sociaux qui nous font découvrir quelques messages de la hiérarchie policière, lançant l'alerte suite à ce qu'on peut appeler des actes de désertion de policiers. Des policiers qui, sans crier gare, ne répondent plus à leur poste. Pendant ce temps, la sécurité tant recherchée présente quelques failles. Des terroristes qui réussissent à opérer au parc national de la Pendiari, d'autres frappant un navire sur nos côtes, et plus récents, des présumées forces de l'ordre du Nigeria opérant sur le sol béninois, saisissant des sacs de riz sans aucune intervention de nos forces de sécurité. Des signes de faiblesse du dispositif mis en place ou carrément une inefficacité des réformes mises en place en matière de sécurité dans notre pays. Nous en parlons ce matin avec Souleymane Hamzat. Souleymane Hamzat, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes consultant en problématique de terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité. C'est cela. Vous êtes par ailleurs président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine. Tout à fait. Ce matin, nous analysons ces questions qui se posent à la sécurité dans notre pays au prisme de votre casquette de consultant en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité. D'abord, Souleymane Hamzat, quand on a des soldats qui désertent, peut-on dire, quand on apprend qu'il y a des soldats qui quittent leur poste et qui ne reviennent pas, pour vous, qui êtes spécialiste de la chose, qui avez connu, je vais dire, les casernes, qu'est-ce qui peut amener un soldat à poser de tels actes? Au nom de Dieu clément et miséricordieux, je vous remercie déjà de l'opportunité qui m'est donnée, n'est-ce pas, de passer sur vos antennes, surtout sur cette émission qui est une émission de grande valeur et de grande posture. Qu'il me soit permis de répondre sans langue de bois. Je vais vous dire ce que je sais, ce que je connais, et ce que je connais ne sera pas dit assez sur ces antennes. Ce qui est sûr... J'allais dire que vous-même, vous êtes déserteur, Souleymane Hamzat. Oh, je sais pas. Si vous le dites, je ne sais pas si je suis déserteur. Pour être déserteur, il faut déjà appartenir à une armée. Une armée qui vous reconnaît officiellement, n'est-ce pas? Et c'est... Je n'ai jamais été des forces armées béninoises, pour être clair. J'ai été formé dans les forces spéciales libyennes, où je devais poursuivre ma carrière, et ça n'a pas été le cas. Pourquoi je vais d'abord revenir à votre question. Pourquoi on déserte? À mon avis, on déserte peut-être parce que les conditions ne sont pas réunies. On a des pressions, où on se rend compte que la vocation pour laquelle on a été recruté ne vous apporte pas du bonheur, où vous êtes peut-être harcelé par les supérieurs, où vous êtes peut-être menacé. Menacé, je dis, sous plusieurs formes. Ça peut être des menaces administratives, ça peut être des menaces de mort, etc., etc. Donc, puis bon, quand on est un bon soldat, on ne déserte pas. Vous avez été formé par les forces spéciales libyennes, vous avez dit, mais quand on est un soldat,
On a été formaté, on devrait en principe être formaté pour subir tout ça. Tout à fait, mais écoutez, être soldat, c'est déjà être un civil, recruté, entraîné, n'est-ce pas, dans les règles de l'art. On n'est pas soldat qui veut. Parce que le tout remonte aussi à la manière dont les soldats sont recrutés. Si vous recrutez des gens parce que, bon, ils sont au coin de la rue, n'ont rien à faire, sont des chômeurs, qui n'ont aucune conviction ni aucune vocation, mais souffrez après qu'ils demeurent d'éternels déserteurs. Et là, la faute revient à ceux qui font ce genre de recrutement. Dans le contexte quel est le nôtre, pensez-vous que c'est plus au niveau de ce recrutement qu'on a failli ou plus tard? Parce que ceux-là ne sont pas rentrés dans la police ou dans la gendarmerie hier. Ils ont fait leur carrière jusque-là et puis subitement, ils quittent leur poste et ne reviennent pas. Je viens de vous le dire. Les raisons qui poussent à déserter, il se pourrait qu'ils aient reçu des menaces. Et vous savez que par les temps qui courent, il suffit d'une erreur pour être radié. Et quand on est radié, bon, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est déserteur. Mais quand il pèse sur vous, par exemple, je dis par exemple, comment j'appelle ça, une menace de mort, au péril de votre vie, vous faites quoi? Vous prenez la tangente. Dans notre pays, on pourrait dire qu'on ne peut pas présumer qu'il y a ça dans le rang de ceux qui dirigent la police républicaine. Qu'est-ce que nous en savons, vous et moi? Puisque ces gens, la preuve, ils prennent la clé, la poudre d'escampette, ils sont partis, ils sont plus de l'armée béninoise. Et il y en a un tas. Vous en connaissez, c'est ça? Ah ben écoutez, les réseaux sociaux nous informent. On sait ce que les réseaux sociaux disent, ce n'est pas tout Ah ben écoutez, il n'y a pas de fumée sans bois. On sait que vous avez des relations sur le Hamzat. Ben oui. Et que quand on est spécialiste des questions de sécurité, oui, ce ne sont pas des actes qui échappent. On ne s'aventure pas à venir sur une émission telle que la vôtre pour raconter des salades. C'est connu qu'il y a des désertions. Il y a des gens qui se plaignent de disparition. Vous le savez. Donc il n'y a rien à cacher. Vous savez, de nature, je suis du genre à vous dire ce que vous ne voulez pas entendre. Moi, Souleymane Hamzat. Ce qui va peut-être vous choquer ou vous faire mal, je préfère vous le dire pour que demain vous me dites « Ah, j'ai été prévenu par un tel. » Une manière pour vous de dégager votre responsabilité? En partie. Mais aussi, surtout, d'avertir l'autorité. Et puis, vous savez, moi, je ne suis pas un spécialiste des fiches. Hein. Je ne suis pas du genre à faire des fiches. J'ai l'honneur. Non, je vous regarde en face si vous voulez me recevoir, si vous voulez m'entendre. Et je vous dis, Excellence, ou Monsieur, ou Madame, voilà les paramètres que j'ai étudiés par rapport à ce qui est lié à vos problèmes de protection et de sécurité. Je vous le dis en face tout cru. Parce que le fait de ne pas vous le dire, c'est vous induire en erreur. Et il y en a, et vous savez, il y en a dans notre pays des spécialistes de protection de leur poste. On sait que dans l'armée, c'est la discipline. On n'ose pas parler à son supérieur hiérarchique comme on veut. Il y a des méthodes pour s'adresser à son supérieur hiérarchique. Il y a des manières de le faire. Refuser de le faire, c'est participer à l'indiscipline. L'indiscipline est punie par la loi. Et si on voyait plutôt la chose, Souleymane Hamzat, sous l'angle des conditions dans lesquelles nos forces de sécurité travaillent? Vous ne pensez pas? Ben écoutez, c'en est un deuxième volet. Tout le monde sait que nos forces de sécurité souffrent. C'est pénible qu'ils en soient réduits à cela. Il fut une époque ici où on était fiers de nos forces armées, de défense et de sécurité. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, il se passe des choses qu'on n'aurait pas appréciées. Tenez, j'ai fait une émission sur Sika TV concernant les réformes en ce qui concerne la fusion de la police et de la gendarmerie. On se rend compte que on met dans la chambre deux coépouses qui ne s'entendent d'ailleurs pas du tout à ce qui se dit.
Et on veut qu'elles aient le même comportement et les mêmes attitudes. C'est une vue de l'esprit. Et je l'ai dit lors de cette émission. J'ai dit, prenez garde parce que ce que vous faites là, c'est déjà vu sous d'autres yeux. J'étais à Morovia quand il a été créé l'unité antiterroriste, ce qu'on appelle ETU en anglais. Mais elle a vite fait de se transformer en garde républicaine. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe au sein de la police républicaine de sécurité. Prenez un micro, comme je l'ai toujours dit, il n'y a rien à cacher sous ce soleil. Faites-y un tour, allez comprendre ce qui se passe. Il y a énormément de problèmes. Je ne sais pas si le chef de l'État, dont l'idée n'est pas mauvaise, mais j'ai toujours dit, et je répète ici sur ce plateau, je ne suis pas de ceux qui sont pour la fusion. Vous êtes carrément contre la fusion? Ah non, moi, oubliez ça. Ça n'a pas marché, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Le président Kérékou l'a essayé. Ça s'est fait sous d'autres yeux. D'autres sont même venus ici pensant pouvoir faire école. Ils sont repartis avec grand regret. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible, Souleymane Hamzat? On n'invente pas la roue. Dans le style où nous voulons le faire. Le soleil ne s'est jamais levé à l'ouest pour aller se coucher à l'est. Il faut rester régalien. Les réformes, c'est bien, mais il faut qu'elles profitent d'abord au peuple. Tout ce que vous ferez en dehors du peuple n'ira pas loin. Que ce soit des réformes au niveau de la sécurité, que ce soit des réformes au niveau politique, économique, social, culturel. Travailler avec le peuple, mais jamais en dehors du peuple. Est-ce parce que la police et la gendarmerie n'auraient pas, puisque vous avez fait l'armée, même si ce n'est pas au Bénin, avec les forces spéciales libyennes, est-ce que c'est parce que ces deux unités n'auraient pas reçu la même formation qu'on ne saurait les mettre ensemble? Cela remonte à des années bien lointaines, que le constat a été fait que la police et la gendarmerie en particulier, je crois qu'ils ont à peu près le même objectif, la sécurité, ne s'entendaient pas. Je vais juste revenir aux dernières années, c'est-à-dire sous le régime du président Boni Yayi. Vous avez remarqué, en même temps que moi, qu'il y avait des militaires qui étaient battus par des policiers qui étaient battus par des militaires, des gendarmes qui étaient battus par des policiers, et vice-versa. Mais si ceux qui ont à charge la sécurité de l'État, notre sécurité, ne s'entendent pas, mais veillez à souffrir qu'un jour, il y ait une salade de fruits, que tout se mélange. Et alors, qui aurait été responsable? C'est pas vous, c'est pas moi, c'est ceux qui ont à charge la sécurité de l'État et des biens des personnes qui auraient créé ce danger. Et c'est pour cela que je me suis monté tout de suite au créneau pour dire l'objectif fixé par le chef de l'État n'était pas mauvais. Mais il ne faut pas y aller dans la fusion. Vous avez vu ce qui se passe maintenant? Une désorganisation complète. On veut vous faire croire que c'est bien, c'est beau, c'est défilé militaire, tout ça. Mais allez, rapprochez-vous des forces. Mais pourquoi il y a désertion? Pourquoi il y a des radiations en cascade? Posez-vous la question, c'est qu'il y a un mal. Et ce mal est certainement dû à tout ce que je viens de vous énumérer jusqu'à là. Si les mésententes, les différends qu'il y a eu à l'époque, on les avait résolus. Écoutez, on n'a jamais de principe. Hein. Nous discutons sans langue de bois. On n'a jamais fini de résoudre les problèmes liés à la nation. Jamais. Il n'y a aucun régime au monde, ni aucune personne qui a la science infuse au point de pouvoir régler tous les problèmes. Il y en aura toujours en suspens. Mais allez à l'essentiel. Réglez le minimum. Permettez aux soldats d'être... Déjà, quand vous regardez nos soldats, je voyage beaucoup, et j'étais au Nigeria tout dernièrement, je reviendrai. Prenez un soldat, quand vous le voyez debout, vous le voyez que vous regardez-le par son mental. Regardez-le dans sa manière de vous aborder. Regardez-le dans son accoutrement. Son pactage, il est fait de quoi? Vous en voyez parfois qui sont débraillés. Malgré l'effort qui est fait par le gouvernement. Et ce n'est pas insatisfaisant. Plus souvent,
Tant qu'il y en a, tant qu'il reste à faire, c'est qu'il y aura toujours à faire. Ce n'est pas insatisfait. Je ne me fais pas insatisfait. Mais je pense qu'on peut mieux faire, qu'on peut aller de l'avant. Et si on se permet de laisser nos forces dans cette léthargie, moi j'appelle ça de la léthargie, écoutez, souffrez qu'il y ait des désertions. Un soldat, c'est quand même, il est entraîné à l'extrême. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut en faire, je ne sais pas, les grains qui nous il parviennent ne faut souvent, pas l'envoyer à l'abattoir. les grains qui nous parviennent souvent sur le monde Hamzat, c'est que, ben oui, il y a un traitement différentiel en matière de rémunération. Les gendarmes d'hier devraient être à un grade donné, ne le sont pas alors que les policiers le sont. Et puis des crêtes de clocher qui... Je constate que vous êtes encore plus informé que moi. Ben non. Vous faites certainement de théorie. Regardez. Vous êtes certainement bien introduit dans ce milieu. Tout à fait, mais je vous donne un exemple. Vous avez remarqué que quand il y avait l'ex-général, je dis ça comme ça, hein, qui veuille m'en pardonner, on envoie à la police en tant que DGPR. Les policiers de l'époque avaient le vent pour... Ils étaient nommés partout. Vous prenez, il n'y a qu'à prendre les nominations. Allez chercher les décrets de nomination. Vous voyez, c'est que des commissaires de police, des inspecteurs de police, etc., etc. Mais il a fallu que la roue tourne et qu'on soit aujourd'hui avec le très respecté frère et aîné, le colonel Soumaïla Yaya, pour vous rendre compte que ce sont les anciens gendarmes aujourd'hui aussi qui font la pluie et le beau temps. Qu'est-ce que c'est que cette manière de gouverner? Parce qu'hier, c'était un policier qui était DGPR. Aujourd'hui, c'est un ex-gendarme. C'est un ex-gendarme. Qui est DGPR. Et chacun favorise son camp. Alors, la division, elle persiste. Il n'y a que d'aveugles pour ne pas voir. On voit, on entend. Et refuser de dire ça, c'est contribuer à la destruction de l'État. Il faut que ça cesse. Nous sommes un et une nation indivisible. Le général Mathieu Kérékou nous l'a inculqué et ça restera dans nos têtes. Le président Dieudonné Nicéphore Soglo nous l'a inculqué, ça restera dans nos têtes. C'est avec le président Boni Yahi, quelque part, que ces divisions-là sont accentuées. Mais je sais qu'il reste un homme très attaché au principe de l'unité nationale. Donc, ceci étant, il faut qu'il y ait une véritable audit de sécurité, je dis ça comme ça, pour voir quels sont où pourraient être les dangers qui guettent notre nation avec cette désertion. Et vous parlez des dangers. Est-ce qu'on a à craindre? Est-ce que le citoyen lambda a quelque chose à craindre quand il apprend que dans le rang des forces de sécurité, il y en a qui partent et qui ne reviennent pas, qu'il y a des grognes, lisant sur les réseaux sociaux, tout ça? Est-ce qu'il y a à craindre pour notre sécurité sur les Hamzat? Allons au béaba de la sécurité. Quand votre gardien, le gardien de votre maison, déserte sans vous dire que monsieur, je vais à côté ou je vais au marché ou je vais de l'autre côté, il s'en va. Vous ne savez même pas les raisons pour lesquelles il s'en va. Vous ne considérez pas ça comme un danger potentiel? Si pas vous, moi, oui. Parce que ceux qui ont à la charge la sécurité de l'État, qui ont à la charge la sécurité des biens des personnes, et qui sont des soldats réglementairement formés et reconnus de fait, si désertent, mais c'est un danger pour la nation. Et n'oubliez pas, un soldat, ce n'est pas le civil qui erre dans les rues de Cotonou, là, ni de Porto-Novo, ni de Parakou, ni de Titengo. C'est quelqu'un qui a un savoir, qui est cantonné dans une caserne, et de peur d'aller faire tout ce que nous connaissons là, est cantonné et suivi dans son comportement, dans ses attitudes, dans sa manière de parler. Pourquoi on s'appelle la grande muette? C'est aussi pour fermer nos bouches. On ne dit pas tout là-bas. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a un règlement, il y a une discipline. Et je ne me permets pas de parler au nom des forces armées ici, ni de la police républicaine, ni de la gendarmerie, ni de tout ce que vous voulez. Je parle en tant que Souleymane Hamzat, consultant en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité. C'est extrêmement gravissime
d'avoir toute une flopée d'agents de sécurité radiés. C'est pas bon. Pour une faute aussi banale, on décide de mettre des agents qui ont peut-être fait, je sais pas, 15, 20, 30 ans, qui sont même presque, ou d'autres, au pied de la retraite. On les renvoie comme ça. Je ne défends pas, hein, mais je vous dis, c'est extrêmement dangereux. Je constate et je dis, c'est pas bon. Pour le cas de désertion, on a vu la hiérarchie policière lancer l'alerte, comme je le disais, pour les retrouver et les mettre peut-être en lieu sûr. Est-ce que ce n'est pas une manière de... Vous ne trouvez pas que c'est une honte? Qu'est-ce qui fait la honte là? C'est inadmissible qu'on lance une alerte pour retrouver des déserteurs. S'ils sont une force sérieuse, ils devaient normalement... Ils devaient avoir normalement en leur sein un service de renseignement. Ce service fait quoi? Pourquoi on outrepasse, n'est-ce pas, les capacités de gestion de cette cellule-là, de renseignement, pour aller lancer des alertes sur les réseaux sociaux? Bon, ce sont des messages des lettres administratives. Dans des pays sérieux. Pourrais-je dire qui ont fuité, qui ont été photographiés et balancés. Cher ami, dans des pays sérieux, on ne se permet pas ce genre de choses. Nous sommes un pays sérieux. Donc, je n'en doute pas. Mais je dis, sur ce cas sérieux, sur ce cas particulier, dans des pays qui se veulent des pays pour lesquels la sécurité, la protection fait partie du quotidien, on ne sait pas sur des réseaux sociaux comme on lance des alertes. Il y a des services de renseignement qui font le boulot, qui rendent des données, quitte au patron d'apprécier ou de rejeter. Mais ce n'est pas sur des réseaux sociaux qu'on va mettre des photos, des machins, comme ça, pour dire voilà, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Est-ce que ce malaise que vous relevez pourrait être à la base de ce que j'ai appelé faille? Je parlais de cet incident, cette tragédie au parc national de la Peñari. Récemment, encore sur le côte, des pirates ont eu attaqué un navire. Je parlais du cas plus récent de soldats, de présumés soldats nigérians qui seraient venus opérer sur le territoire béninois, quelque part à Yaouré, saisissant des sacs de riz et retournant chez eux sans obstacle. Est-ce que tout ça, ceci explique cela? Nous rentrons de ce fait en problématique du terrorisme. Et là, vous posez deux cas. Le premier, je vais commencer plutôt par le deuxième. Celui des soldats ou présumés soldats, mais qui franchissent une frontière, qui viennent sur votre territoire, qui s'emparent de vos biens et qui retournent de l'autre côté. C'est inadmissible. Oui, les failles, ce sont des failles, mais extrêmement gravissimes au niveau de l'appareil sécuritaire de notre pays. Admettons que vous et moi, là, ayons une résidence de l'autre côté de la frontière et que par incident de tir, vous et moi qui étions tranquillement sur notre portail en train de siroter notre petit tchakbalo, nous nous retrouvons dans des échanges de tirs, par exemple. Et ces gens-là sont rentrés tranquillement, d'après nos renseignements, aller sur le territoire, aller opérer et ressortir sans aucune inquiétude. Où étaient nos forces de l'ordre? Vous n'êtes pas en sécurité, je ne le suis pas. C'est la conséquence claire et nette de ce qui vient de se passer. Vous n'êtes pas en sécurité et moi non plus. Est-ce que vous n'êtes pas alarmiste là? Je ne suis pas alarmiste. Je viens, imaginons, prenons le B.A.B.A. Je franchis votre portail. Je rentre chez vous. Je rentre dans votre cuisine. Je vais chercher vos aliments et j'en ressors tranquille, sans être inquiété. Vous trouvez ça normal? Est-ce que, de vous à moi, si nous n'étions pas sur ce plateau, vous m'aurez répondu quoi? Mais c'est grave. Et mieux, rien ne vous prouve aujourd'hui, à vous ou à moi, que ces gens-là sont de réels soldats. Vous connaissez le Grand Nigeria. Ce cas, comme d'autres, le cas de la Peñari, le cas de nos côtes. Le cas de la Peñari est un cas de
prévention. Je l'appelle comme ça pour moi. La plupart des pays que vous voyez là sont frappés par le terrorisme. Le Burkina, il y a le Niger, il y a le Mali, etc., etc. Mais que le Bénin aussi en soit frappé, alors que le Burkina est déjà, qui est fortement frappé ces derniers temps-ci par le terrorisme, ça laisse comme une porte d'accès, n'est-ce pas, à notre territoire. Nous sommes frontaliers. Si vous voulez, à peu près. Nous sommes frontaliers, bien sûr, mais bon, nos frontières, déjà, vous voyez, on rentre pour chercher du riz. Vous voyez, la frontière nigériane, elle est fournie en mouvement quand elle est ouverte. Vous voyez des gens partir de toutes les frontières, hein, du sud au nord, sur le Nigeria. C'est un va-et-vient, mais incessant, de jour comme de nuit. Mais une frontière comme celle de Porgaou et autres, la Pangali et autres, là, combien de personnes y vont? Vous pensez que... Faisons attention. Faisons très attention à ce qui se passe. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce qui est arrivé l'autre fois, on le sait. Notre compatriote, un des nôtres, est décédé. Malheureusement. Des étrangers qui étaient là, qui avaient été ravis, ont été retrouvés par les leurs. Vous voyez, ont été retrouvés par les leurs. Parce que eux, ils ont en leur sein des unités spécialisées pour lutter contre le terrorisme. Le Bénin a quoi? Le Bénin a un secrétariat permanent que devrait diriger l'ancien DGPN, cette fois-ci, Louis-Cécile Philippe Ondéon, qui, avec ce que vous savez... Qui a pondu un rapport, qui l'a transmis et qui a été traité comme un chiffon. Vous donnez raison à Louis-Philippe Ondéon, c'est ça? Écoutez, si vous connaissez pas l'homme, je ne sais pas. Parce que, vous savez, moi, avant de vous juger, j'ai besoin de vous connaître. Vous avez connu Philippe? Ah, c'est un ami. Et je défie quiconque viendra me dire, vous n'avez pas le droit d'en parler. Mais écoutez, je suis à l'aise quand je parle de Philippe Ondéon. C'est un soldat. Mais vous rigolez, quoi. C'est quand on parle de... C'est l'un des meilleurs flics du Bénin. Nos femmes, quand elles vendaient à Dantopa, sous le régime Kérékou II, et qu'elles étaient menacées par le soi-disant Taïrou Djelili, il a fallu qui pour arrêter ça? Philippe Ondéon. Philippe Ondéon, qui est allé lui-même. Vous savez, ce n'est pas un homme, ce n'est pas le soldat au rabais, hein, qui reste au bureau, qui donne des ordres. Hein. C'est un homme de terrain. Vous l'aimez pas, moi, je m'en fous. Je vous dis la main sur le cœur, ce que je connais de cet homme. Maintenant, qu'il ait des acquaintances politiques, tout ça, ça n'engage que lui. Il était dans la droite ligne pour mettre en place... avec un rapport que j'ai lu. Et ce n'est pas lui qui me l'a donné. Mais un travail de professionnel. Mais vous voyez, nous appartenons à un pays où les élites sont relevées au deuxième rang. Il n'y a que des accointances, c'est l'ami du patron, c'est le cousin de la femme, de l'oncle, voilà, c'est ça. Et ça ne fait pas avancer un pays. Moi, je défie quiconque viendra sur n'importe quel plateau de télévision parler de Philippe Ondéon. S'ils ont des arguments, qu'ils viennent et qu'on en parle. Il ne m'envoie pas ici, je ne suis pas son porte-parole. Je suis loin de l'être. Et je ne veux même pas l'être. Mais quand quelqu'un a le mérite de faire son job, on le laisse faire son job. Mais je vous dis, je vous disais tantôt que s'il a son volet politique, ça ne m'intéresse pas. Mais je vous parle du flic. Je vous parle de l'homme, je vous parle du soldat. Dernier cas de il n'y en a pas beaucoup. Souleymane Hamzat, pour ne pas focaliser trop l'attention sur lui. J'aimerais, excusez-moi, une petite parenthèse par rapport à Philippe Ondéon. Il a été rétrogradé, d'après ce qui se dit, et ce que nous avions constaté. Mais ils sont combien à avoir été nommés généraux sous Boni Aï? Et dans quelles conditions? Si
tel est le cas du général Philippe Bondéon, je voudrais qu'on s'intéresse à tous les autres. Ben, ça concerne, les documents qui ont circulé récemment concerne aussi l'ancien DGPR. Moi, je généralise. Vous pensez qu'il y a d'autres Il y en a eu, à ma connaissance, qui ont eu ces promotions politiques à ma connaissance, au moins 18 généraux. Qu'on aille fouiller comment ces gens-là aussi ont été nommés. Vous semblez... Non, j'aime rester dans le cadre régalien et surtout dans la justice. Parce que moi, j'ai la crainte de Dieu. Tout ce que nous faisons ici sur Terre, il y a quelqu'un au-delà de tout, hein, à qui nous devons rendre compte. Qu'on aille vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Ah, il ne mérite pas le grade, mais est-ce que les autres le méritent mieux que lui? Je pense que le terrain nous prouve que parmi eux, tous ceux-là qui ont été nommés, ou à quelques exceptions près, le général Philippe Bondéon n'a pas d'égal, à mon avis. Et je reste coagulé, convaincu sur ce que je dis. Sur nos côtes, un avis attaqué récemment, on ne peut pas ne pas évoquer ça. Avec vous, cela va dans la même logique que ce qui s'est passé au niveau du parc national de la Peñari, Souleymane Hamzat. On revient toujours aux failles. Le Bénin s'est doté de moyens, n'est-ce pas, pour permettre de lutter contre la piraterie. C'est à saluer. Le président a annoncé d'autres pour surveiller nos côtes désormais, lors de son dernier entretien. Je suis dans la logique du chef de l'État quand il s'agit d'équiper, de former et de mettre en exergue les forces qui luttent contre la piraterie et le terrorisme. Je ne suis pas là pour parler des actions du président, mais je constate qu'il fait de son mieux pour équiper. Quoique sur la police républicaine et sécurité, on n'est pas d'accord. La police, oui, c'est ça. On n'est pas d'accord. Pour la fusion, en particulier. Mais il est d'une chose de vous donner des moyens de défense. Mais il est aussi d'une autre manière de former les gens à l'utilisation de ces moyens, à leur capacité d'action. Une force, pour la mettre en exergue, vous croyez que c'est une affaire de 2 ans, 3 ans? Ça met des années. Il faut bien vous connaître. Dans cette maison ici, il y a des journalistes. Vous me direz pas que ceux qui sont venus il y a 6 mois, vous les connaissez. C'est avec le temps que vous savez qu'un élément, un tel, a la capacité, n'est-ce pas, de réaction. Et c'est pareil dans une troupe, que ce soit au niveau de l'armée, soit au niveau des forces de défense et de sécurité. Il se passe que des groupes comme le GIGN, le RAID, la BAC, etc., ce sont des groupes qui ont travaillé des années. Prenez le cas de la France. Quand vous prenez le GIGN, mais vous verrez que des anciens. Et nos chefs aussi, ils ont cette manie-là de venir, au jour du lendemain, ils balayent tout. C'est-à-dire que demain, je suis devenu président, je ne veux plus entendre parler de M. Satiné Djossou, il n'est pas opérationnel, il n'est pas mon parent, il n'est pas ceci, cela. On vient, on nettoie tout ce qu'on a formé à grands frais. Et mieux, parmi eux, les meilleurs, les compétents. Mais il est normal que plus tard, on soit accusé de désert de compétences. Si vous faites partie de ceux qui sont capables de faire le job, souffrez que ceux qui n'en ont pas les capacités viennent foutre le bordel. Et ne vous inquiétez pas. Vous savez, il y a aussi la motivation du soldat. Quand vous recrutez quelqu'un, vous avez sur vous, n'est-ce pas, l'espoir, vous êtes animé d'un espoir que celui-là pourra me défendre. Je vous prends comme garde de corps que quand je sais qu'ici, il y a une attaque, vous allez réagir. Mais si vous devez croiser vos bras, attends que je vous dise, moi qui vous ai recruté pour ma sécurité, que je vous dise ce que vous devez faire, ça ne vaut pas la peine que vous soyez là. Je ne vous paye pas, je ne vous donne que dalle.
Vous ne voyez que des... Sinon, on n'a vu que des failles. Moi, j'ai relevé des failles sur les Abzat. Depuis bientôt 2 ans que la police républicaine existe, est-ce qu'il n'y a pas des forces à relever? Il n'y a pas des actions sur lesquelles on pourrait saluer l'initiative? Il y a des choses qui se font. Et là encore, je reviens au côté communicationnel, n'est-ce pas, de la police républicaine sécurité, de la police républicaine. Vous voyez souvent qu'il y a des actions, mais des choses assez banales, mais qui sont d'une portée peut-être à mettre en cause ou remettre en cause les relations qui vous lient d'État à État. Il n'y a aucun communiqué, il n'y a personne qui vous suit. Vous avez entendu depuis 3-4 jours là qu'il y a eu l'incident de Diawara. Vous avez entendu quelqu'un parler? Est-ce que vous avez vu une autorité de la sécurité monter au créneau? Relations diplomatiques entre les deux pays, écoutez, les pincettes, la diplomatie, gants. Cher ami, la diplomatie, elle n'existe que quand vous êtes en sécurité. Si ça pète là, il n'y a aucun ministre là qui va sur un plateau raconter n'importe quoi. C'est parce que vous et moi, nous sommes tranquilles. Ici, que je suis là. Si ça pète au portail là, je que le technicien à côté a pris la tangente. En premier, moi. Pas parce que nous n'avons pas, mais parce que nous créons pour notre sécurité. Depuis qu'il y a eu cet incident, vous avez entendu quelqu'un, un haut responsable de la République, qu'il soit, je ne sais pas, de l'état-major ou de la police, venir nous expliquer aux populations ce qui se passe. Il n'y a personne. Et ça, c'est grave. Mais c'est grave. Ça, le fait de le dire ne fait pas de moi un opposant. C'est la vérité. Elle est crue, mais c'est comme ça. Nous sommes ici sans langue de bois. Il faut le dire pour que ceux qui ont en charge la sécurité de l'État et notre sécurité puissent nous dire voilà ce qui s'est passé. Et voilà les dispositions à prendre éventuellement quand vous serez confrontés à ce genre de phénomène. Mais les populations sont laissées... voilà. Débrouillez-vous et puis bon, dès qu'on pourra venir sécuriser le coin, ne serait-ce que quelques heures, on viendra le faire. Les parents de population sur les Abzat, elle a un rôle à jouer dans le maintien de la sécurité. La sécurité n'est pas une question de population, elle est d'abord une question de ceux qui sont formés pour. Mais la population doit collaborer. Votre gardien, il suivait votre domicile, mais ce n'est pas à vous de lui donner des injonctions, c'est à lui de faire son boulot. Mon chauffeur, ce n'est pas à moi, en étant derrière, de lui dire à gauche, va à droite, le feu il est rouge ou vert. C'est lui qui a le contrôle de la commande. C'est à lui de faire en sorte que je sois en sécurité. C'est le bien à bas. Ne rentrons pas dans un jargon politique sécuritairement correct. On va parler de sécurité ici. Personne ne vont rien capter, les auditeurs. Il faut qu'on arrête. Franchement, on est un pays sérieux. Il fut une époque dans ce pays où moi, quand je prenais des avions, je baladais là, j'allais rencontrer des amis, mais je me bombais le torse. Le Béninois, et j'en étais fier. Ah, les grands politiques, les conférences nationales, vous êtes des gens bien. Mais pourquoi, en ce temps-là, les Béninois sont décriés? J'étais au Nigeria, vous parlant en entame de mon émission, je suis arrivé à la frontière. Mais quel triste spectacle. J'ai ma belle famille, une partie de ma belle famille qui est au Nigeria. J'y suis allé jusqu'à Lagos pour voir. Rien que pour voir. Juste pour constater. Je suis bien du genre à aller sur le terrain. Moi, je suis un homme de terrain. Je ne suis pas un homme de discours ni de bureau. Vous me dites, ça pète, j'y vais voir. J'ai été formé pour aller voir. Un constat macabre. Les Béninois ne mangent pas. Les Béninois ne peuvent plus faire commerce. Et vous savez que le bien fondé qu'il y a entre la ville de Porto-Novo, tout le bas, disons, de la longueur frontalière jusqu'au nord, les populations qui sont face au Nigeria et qui font de manière quotidienne ce va-et-vient. Mais aujourd'hui, même si on arrive à rentrer au Nigeria parce que, bon, vous avez un passeport, vous êtes en règle, dites-moi combien je suis sans un passeport. Quel est le lien que ça a, cette fermeture de frontières avec la sécurité sur le Abzat?
Vous me faites rire. J'espère. Parce que je préfère, il y a des silences qui valent la peine. Puisque vous l'évoquez, en tant que spécialiste, c'est la question. Je viens de le dire. Sur le plan sécuritaire, vous voyez déjà ce que ça crée. La faim. Les gens ont faim, ils viennent chez vous, ils viennent vous frapper. Ils prennent vos biens, ils s'en vont. C'est un débat auquel il faut tenir compte. Il faut prendre des responsabilités. Et ce n'est pas la peine de chercher à radier d'autres, parce que ça va s'en rajouter encore. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Prendre des dispositions pour que ça n'arrive plus. Et punir de manière réglementaire. Vous radiez là, vous croyez que ça change. Ça va. Le fait de radier des soldats même, vous croyez que ça change la méthode de celui qui vient dire? Rien du tout. Ça le galvanise. Et vous radicalisez les vôtres. Parce que non seulement la menace est l'extérieur, mais vous revenez encore à une menace intérieure que vous cultivez dans le silence et qui reste une bombe à retardement. Vous en faites quoi demain, quand ça va péter? Et ceux qui refusent de dire ce langage-là au chef de l'État sont des arrivistes. Je pèse mes mots, je le dis et je l'assume. Moi, je vous regarde droit dans l'œil, je vous dis ce que je pense. Il faut bien mourir de quelque chose. Ceux qui ont peur d'aller en prison ou de mourir, là, pour moi, c'est rien du tout, ça. Moi, mon mental est formé, formaté, coagulé pour ce genre d'exercice. Je vous dis ce que je pense. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, je vous le dis. Content ou pas, je m'en fous, je vous l'aurais dit. Et quand le moment serait venu, souffrez que je reste dans le coin de ma chambre, que je vous regarde, en vous disant, Saturnin, je vous l'avais dit, vous ne m'avez pas écouté. Je ne détiens pas la science infuse, mais ce que je connais, on ne peut pas me l'arracher. Je suis Peul d'Indi, Marie pas ma mère. Parlant de ce que vous connaissez là, ce sont des parenthèses que j'ouvre rapidement. Ce sont des études qui ont été faites pendant des années. On vous a vu. Et qui me donnent ce résultat. Quand j'essayais de fouiller sur vous, on vous a noté, en tout cas, par le passé, aux côtés de personnalités africaines, de présidents de la République et tout ça. Et vous pensez que s'il était un cancre, j'aurais atteint ce niveau? Parlez-nous-en un peu. C'est des choses dont je n'aime pas trop parler. Ben, vous savez, la meilleure manière de vivre, c'est de vivre caché. Mais malheureusement, des gens comme nous, là, il arrive parfois qu'on soit obligé de lever le ton, d'hausser le ton et de dire, là où nous allons, c'est pas bon, faites attention. Mais on n'a pas les commandes. Ce n'est pas à nous de décider, nous ne sommes pas décideurs. Nous sommes juste un objecteur de conscience. Et si les autres, qui ne sont pas des moindres, des grandes personnalités, arrivent à nous consulter sur des problèmes liés au terrorisme, à la sécurité et à la protection, ce n'est pas nos concitoyens béninois qui ne le feront pas. Et il y en a qui le font. Si vous n'êtes pas écouté, n'est-ce pas peut-être parce que beaucoup vous craignent, parce qu'on a appris également que vous avez quelques démêlés avec des régimes qui se sont succédés. Kérékou, Songlo, Boniaï. Non, écoutez. On va manquer de vous soupçonner de quelque chose, Suleiman. Mais oui, quand vous portez une carapace comme la mienne, il est normal que vous soyez soupçonné. Quand vous avez été entraîné dans une unité, je me tue à le dire et j'en ai pas honte, le chef de l'État libyen, le colonel Kadhafi a fait de moi ce que je suis. J'en suis fier. Et je m'en fous complètement de ce que pensent les autres. Ce n'est pas une manière pour moi d'être hautain, mais je lui reconnais que Dieu lui accorde le paradis, de là où il est. Franchement, le mérite et la reconnaissance d'avoir fait de moi ce que je suis devenu. Il y a participé beaucoup, parce que c'est un ami en père. Vous parlez de la Libye. Je parle du colonel Kadhafi, en personne. Moi, j'allais vous parler du Libéria. Charles Taylor, mais oui, on a épousé dans la même famille. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas, ils ne vous connaissent pas, ils racontent des coups. Moi, je reste serein. Hein. Vous savez, je suis vacciné. Vous m'attaquez, je vous regarde. Vous dites des choses, moi, je m'en fous. Je reste serein. Je suis un citoyen comme vous. Et je ne suis pas au-dessus de la loi. Hein. Tenez-vous tranquille. Ça ne fait pas de moi un personnage au-dessus de la loi. Ça ne fait pas de moi un opposant quand je vous dis en face ce que vous ne voulez pas entendre.
Mais ça fait de moi un patriote, tout court. Seulement, Hamzat, avec la police républicaine, on a noté certaines dispositions prises. Ce qui existait hier, on parlait de brigades civiles, des personnes qui se réunissent dans un même quartier pour assurer, soi-disant, la sécurité des populations. On a interdit tout ça. Une mesure, n'est-ce pas, efficace? Ah, écoutez, je reviendrai très volontiers sur les brigades civiles de sécurité. Je remonte même au temps de nos arrière-parents. Prenez les royaumes de l'époque. La police de l'époque, c'était les embêtants. Tenez. Et la nuit, ils avaient sur eux, n'est-ce pas, une méthode d'action pour dissuader les gens à rentrer chez eux, à ne pas foutre le bordel. Et c'était avec une certaine intégrité morale. Est-ce que c'est pas parce qu'aujourd'hui l'intégrité morale dont vous parlez n'existe plus? Ah non, on a voulu discréditer. Dans mon quartier, je vous donne un exemple, il y a eu 4 braquages. Et il y a une dans laquelle je suis intervenu, personnellement, pour empêcher que la dame, vous pouvez y aller, hein, faites une enquête, pour empêcher que la dame soit déposée de son engin. Imaginez-vous que les jeunes du quartier avec lesquels je discute, avec lesquels je partage les problèmes liés à la sécurité, à la protection, n'avaient pas été brefés. Je serais rentré chez lui. Parce que ces gens-là étaient armés. Ils portaient sur eux des armes. Et très rapidement, les jeunes se sont organisés pour empêcher tous les couloirs d'accès à l'incident du braquage ont été bloqués par les jeunes. Les jeunes de mon quartier. Mais si je ne m'amuse pas de temps en temps à aller les voir et dire, bon, voilà, on pourrait échanger comme ça, on peut faire ceci, on peut faire cela, sans me prétendre pédant ou donner de leçons. Mais les jeunes ont compris le mal. Et la dame a pu avoir son engin. On a escorté jusque chez elle. On lui a donné des conseils. On a fait demi-tour. Où était la police à cette époque-là? Je vous parle de choses récentes. Hein. Elle était où, la police? Je n'ai pas besoin d'aller faire un rapport. Et comment je fasse quoi? Mais de toute manière, mon rapport il sera mis à la poubelle. Donc comprenez que le mal est payant. On ne devrait pas supprimer ces brigades civiles? Ah non, pas du tout. Il faut les organiser. Je pense qu'au temps du général Kérékou, il y avait même un décret qui les organisait. Il y avait un décret qui organisait ces brigades civiles de sécurité. Il y a des brebis galeuses à toutes les corporations. Il y a certainement des voyous parmi eux. Mais les déserteurs au niveau de l'armée, vous les appelez quoi? Ils sont des brebis galeuses aussi. C'est un langage cru que beaucoup de gens n'aiment pas entendre. Il faut le dire. Il ne faut pas se taire. L'hirondelle qui attire les premières gouttes de pluie, elle en reçoit les premiers jeux sur la tête. Hein. Si nous continuons de cette manière-là, à cultiver, n'est-ce pas, l'insécurité, ben, il va falloir se préparer pour la sécurité. Et de craindre que l'insécurité soit à nos portes, il va falloir que nos autorités prennent leurs responsabilités. En réactivant par exemple ces brigades? D'une part. Et d'autre part? Et la direction de la sécurité publique est faite pour ça. Elle pouvait réorganiser, n'est-ce pas, ces éléments-là pour contribuer à la sécurité. Les indices de sécurité, les indices de renseignement, etc., ça peut relever aussi de là. Il faut savoir exploiter. Il faut avoir un petit quelque chose en plus de ce que vous apprenez sur vos bancs. Il faut savoir réfléchir. C'était en cela que je vous parlais avec détermination du général Philippe Ounian. Je sais qui est l'homme. Hein. C'est le gars qui, quand vous trouvez à Donké, hein, vous croyez qu'il est là-bas pour les putes? Je pèse mes mots. Il court derrière le renseignement. Partout où la sécurité de l'État peut être emmerdée,
vous trouverez ce monsieur. Et c'est pareil pour moi. Je regarde, j'observe, je note et je me tais. Si je peux vous dire, attention, ça va péter là-bas, je dis. Mais de toute manière, moi, je suis un homme de paix. Je suis un homme je suis inscrit au calendrier de la non-violence. Mais si vous venez à moi, la violence... Vous menacez? Non, ce n'est pas une menace. C'est juste de la prévention. Suleiman Hamzat, nous allons vers les périodes de fin d'année. On sait que c'est des périodes de turbulence en matière de sécurité. Est-ce que, vu le tableau que vous avez décrit, il y a des défis particuliers à relever pour assurer la sécurité des Béninois par ces temps? Comme je vous ai dit, je suis un homme de terrain. Je regarde, j'écoute, j'analyse, je critique, je fais une autocritique. Vous voyez le parcours Cotonou-Porto-Novo. Il suffit de le prendre pour vous rendre compte qu'il y a des dispositions qui ont été prises. Il fut un moment où vous roulez là, du pont de Porto-Novo à Gbanganda, il n'y a aucun flic sur la voie. Mais aujourd'hui, vous faites tous les carrefours, il y en a. Donc ce sont des mesures de prévention qui concourent, n'est-ce pas, de manière visuelle et de manière préventive, n'est-ce pas, à l'organisation de la sécurité. C'est déjà un pas important. C'est dissuasif. Mais il ne faut pas s'en arrêter là. Il faut aller en profondeur. Et ça, s'ils ne savent pas le faire, ce n'est pas à nous de leur dire. Vous ne savez non plus ce qui est en train d'être fait en profondeur. Parce qu'il faut être à la cuisine pour savoir ce qui se prépare. Quand vous êtes un homme averti et que vous voyez quelqu'un qui agit, je vous ai dit, ça vous donne à réfléchir. Retournons au Béaba. Quand vous sentez que madame à la maison devient par exemple agressive, elle devient jalouse, le comportement chéri, souris, beau regard, qu'on change, posez-vous des questions. Vous n'avez pas besoin. La sécurité, ce n'est pas une histoire de sortie de l'école de stratégie, de je ne sais pas quoi, machin. Nous avons les meilleurs ici en Afrique. Et c'est nous-mêmes qui sommes en train, en partie, de créer l'insécurité. Nous sommes responsables de ce qui arrive. Parce qu'à des moments donnés, il faut avoir des dirigeants qui ont la poigne, qui savent dire non, qui s'élèvent, qui disent, là où vous voulez nous amener, là, nous, chez nous, ça ne se fait pas. Et c'est non et c'est niet. Et ça même au péril de votre vie. Au péril de votre vie, il faut savoir dire niet. Moi, je suis un homme de conviction. Si vous m'amenez sur un plateau de télévision, ne serait que pour plaire aux gens, moi, je n'y vais pas, moi. J'ai bien d'autres choses, j'ai bien d'autres chats à fouetter. Je ne suis pas là pour plaire. Je ne suis pas là pour être l'ami d'un tel ou un tel. Ça ne m'intéresse pas, ça. S'il y a envie d'être votre ami, je suis votre ami, mais prenez garde. Je vous dirai ce que je pense. Et en ayant sur moi la conscience dégagée d'avoir été un ami fidèle, mais qui ne se trompe pas. Tout le monde peut se tromper. Mais si on se trompe, il faut savoir reconnaître que là, j'ai fait une faute. Vous avez dit, oui, la sécurité, c'est d'abord l'affaire des hommes qui sont en charge de l'assurer. Mais les populations, quand même, je reviens là-dessus. L'information, pour que les forces de sécurité agissent, il faut qu'elles partent de quelque part. Et elles ne sont pas partout, nos forces de sécurité. De ceux qui ont à charge la sécurité. Et la sécurité, elle est diversifiée. La sécurité des biens des personnes, il y a la sécurité de l'État, il y a la sécurité militaire, il y a la sécurité des hommes d'État, etc., etc. Vous ne vous levez pas parce que vous avez un bagage dont les méandres sont liés à la sécurité ou à la protection. Vous menez des actions sur le terrain sans l'approbation de l'État. Non, vous ne pouvez pas le faire. Auquel cas, vous serez taxé encore du mot qui est en exil, le terrorisme. Alors, méfiez-vous de ce que vous faites, même si vous savez que ce que vous dites est vrai. Mais évitez d'agir pour être de peur d'être compromis. C'est tout. Donc on prend les garde-fous, on met les garde-fous. On en parle lors des forats, des discussions avec telle ou telle personne. Mais vous ne vous mettez pas dans votre quartier à organiser les gens en disant il faut faire ceci, il faut faire cela, sans l'approbation de l'autorité. Vous organiserez ce qu'on peut appeler des milices.
Vous serez taxé de former des milices. Mais oui, vous savez, c'est vite fait au Bénin de vous coller, non? Ah, au Bénin, on en est des champions. Ah, Saturnin, il a fait ceci. Ah, non, mais il t'a même pris. Non, le monsieur n'est pas mort d'une mort naturelle. C'est lui-même qui l'a égorgé. Et on vous trouve... mais votre dossier s'étoffe. De jour, mais vous vous retrouvez même avec des trucs où vous vous demandez... Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Allez-y. Moi, j'ai été donné pour mort. Ça, c'est courant, peut-on dire? Oui. Et c'est tout le temps comme ça. Pourquoi ça ne m'intéresse pas? Mais j'ai été donné pour mort. Au point où le DGPN dont on parlait là, DGPN, pas PR, PN, Louis-Philippe Houndé. oui, a dû faire plusieurs fois des allers-retours en France pour aller constater. Il est même allé chez moi à la maison pour aller voir et écouter si ce qui est dit. Lui-même, je ne vous parle pas d'un soldat renvoyé, le système de renseignement chercher à comprendre. Non. Par amitié pour vous, c'est Pas par amitié pour si moi. vous connaissez. Pas par amitié Parce que pour vous moi. Pas par amitié. Surtout pas pour moi, parce que c'est me connaître Philippe Boundéon. Il est d'abord parti parce que son rang l'autorisait à le faire. Et vous imaginez un homme de son gabarit qui le chef de l'État passe un coup de fusil pour dire écoutez, Suleiman Hamzat, je viens d'avoir une nouvelle. Qu'est-ce que vous en savez? Pourquoi, Et qu'il soit là à bégayer. pourquoi votre individu... Non, ça, non. Ma formation empêche certaines personnes de dormir. Et ça, c'est leur problème. Parce que moi, je suis tranquille. En quoi votre formation empêcherait cela? J'ai été formé au sein de la Mataba. La Mataba, c'est quoi? C'est le centre de résistance contre le sionisme, la réaction et le fascisme. C'est l'unité d'élite du colonel Kadhafi. Donc, si d'autres ne donnent pas parce que moi j'ai été formé là-bas, ça c'est leur problème. Je n'ai rien contre personne, moi. Je suis citoyen libre. Vous m'invitez chez vous un dimanche, je viens chez vous. Nous vous avons invité en plateau ce matin, c'était pour parler des questions de sécurité. Je crois qu'il est venu pour nous le moment de donner la parole à nos auditeurs. Cette émission est interactive, Suleiman Hamzat. Pour vous, auditeurs qui devraient intervenir, deux numéros. D'abord le 64 44 02 44, 64 44 02 44. Et le second numéro, c'est le 96 27 71 49. 96 27 71 49. Mohamed Liamidi nous permettra d'avoir le tout premier déjà. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Pas encore bien installé. Je rappelle le numéro de téléphone à composer 64 44 02 44, 64 44 02 44 ou le 96 27 71 49, 96 27 71 49. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez parler plus fort, s'il vous plaît. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher ami. Je ne sais pas si je suis autorisé à dire que je suis au vu, Eugène Ewagnion. Nous vous écoutons, monsieur. Je ne sais pas, la science infuse, mais ce que je connais, personne ne peut me l'enlever. Les brigades civiles doivent exister et organiser. Monsieur le consultant, je suis très heureux de votre exposé. Deux questions. La première, dites-nous, vous avez des nouvelles du général Rounoupé Nager? Pourquoi je le dis? Lorsqu'il passait service, il a affirmé qu'il allait à une autre fonction. Mais depuis, mes radars ne l'ont localisé nulle part, sinon que j'apprends qu'il est victime de, je dirais, d'une paralysie et puis son domicile est encerclé. Vous apprenez donc vous n'êtes sûr de rien. Pourquoi vous êtes si affirmatif, Eugène Ewagnion? Prenez le temps qui vous convient pour placer moi ma question. Deuxième, pour finir, vous êtes aussi brillant, aussi éloquent, aussi... Moi, j'ai peur. J'ai peur parce que chez nous là, nous n'aimons pas ceux qui parlent comme ça. Mais nous vous mettons en prière pour que vous vivez plus longtemps. Merci. Bon dimanche. Un autre auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Moi, monsieur Keke Robert depuis Fin. Robert Keke, nous vous écoutons. Ok, merci. Moi, je suis à Fin. Je tiendrai compte des réalités d'Ifin pour poser la question. Et si moi, je prends Ifin, le commissariat qui a Ifin
est à peu près à 15 km de la frontière. Bon, sinon la frontière va jusqu'à Taïguer, à Lari, là-bas. Bon, s'il y a quelque chose, alors que le commissaire n'a rien qu'une moto ou bien deux motos qui n'est même pas, deux motos ne sont même pas en forme. Si quelque chose se passe là-bas, maintenant on appelle le commissariat. Pour aller là-bas, ça va mettre du temps. Peut-être que les hors-la-loi vont déjà faire ce qu'ils vont faire et partir. Maintenant, nous, la population, nous allons commencer par grogner, crier sur les policiers. Maintenant, c'est le commissaire qui va en suivre. Est-ce que la première question, est-ce que c'est le commissaire seul qui va en subir ou bien le ministre de l'Intérieur? Deuxième question, si le gouvernement peut laisser le libre choix ou bien à toute la population d'opiner sur les questions de sécurité, les questions d'actualité, etc., est-ce que ça ne va pas corriger beaucoup de choses? Je vous remercie. Merci à vous, Kéké Robin, notre auditeur. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Ligan Innocent. Innocent Ligan. Oui? Vous nous appelez d'où? J'appelle d'Avoué Ségué. C'est dans quelle commune ça? Adira. Adiara. Nous vous écoutons. Oui, merci. Mon cher qui est là, je vous salue. Suleiman Amazat. Comme nous ne sommes plus à sécurité maintenant, nous ne sommes pas en sécurité. Mais maintenant, tous les soirs là, les policiers sont bloqués partout dans la ville. Pour les pièces, les motos, on ne sait pas quoi. Or, un voleur ne peut pas voler et nous supprimer en pleine voie à partir de 20 heures. Non, c'est pas bon. Donc, c'est ça qu'on va voir. Non, moi, je vais demander. Vous voulez demander quoi précisément? Parce que là, je n'ai pas compris. En tout cas, moi, je n'ai pas compris. Je ne sais pas si l'invité a compris. On n'est plus en sécurité dans le pays maintenant. Donc, c'est un constat, ce n'est pas une question. Mais les policiers, là, chaque fois, ils sont à partir de 20 heures, ils sont en ville pour plaquer les motos, pour dire les pièces. Non, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien dans cette situation. Merci à vous, Innocent Ligan. On va prendre le 4e auditeur ce matin. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Châtelain Jossou. Oui, bonjour. Sébastien Nonrosso. Nous vous écoutons, monsieur Nonrosso. Je salue votre invité. Merci. Monsieur le consultant, bonjour. Merci. Bonjour. Merci bien pour les explications données. Et ma première question est que nous avons constaté dans un passé récent que chaque fois quand il y a un braquage ou s'il y a même un accident dans une zone dans notre pays, on limoge le commissaire qui est dans cette zone. Est-ce que c'est quelque chose qui peut aider les commissaires à bien travailler ou bien ça va les décourager? Deuxième question. Et s'il y a quelque chose qui me dérange chez nos forces de l'ordre, forces de sécurité, c'est quand il y a un problème dans un quartier, au moins des gens, ils viennent là, un peu d'altercation, ils tirent sur les gens, ils les tuent. Ils tirent. Après, on peut parler de bavure ou de quoi. Alors qu'ailleurs, dans les pays développés, ils ont des systèmes pour maîtriser ces citoyens qui ont mal à faire avec la police. On les maîtrise. On ne tire pas sur les gens comme ça. Pourquoi chez nous, on tire facilement? Ils ont la gadget facile et tirer facilement sur les gens comme ça. Comment vous voyez, c'est la formation ou bien ils veulent faire les choses facilement comme ça? Et pour terminer, après la fusion de la police et de la gendarmerie, nous avons constaté que le problème de conversion, la conversion des grades pose problème chez d'autres. On dit que les policiers, c'est eux qui en bénéficient plus que les gendarmes. Si, je ne sais pas si vous comprenez les avantages liés à la conversion des grades, que les policiers bénéficient plus que les gendarmes. Et qu'est-ce que vous comprenez par là? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? C'était ma préoccupation. Merci Sébastien Nonrosso. Un 5e auditeur ce matin. Bonjour. Monsieur Sadlan, bonjour. Oui, bonjour. Oui, mon cher invité, papa, bonjour à vous. Bonjour, Chélan. Oui. Emmanuel Avlessi, je vous appelle d'Abadou la main. Monsieur Avlessi, nous vous écoutons. Merci bien. J'aimerais demander, est-ce qu'un pays peut se développer sans la sécurité? C'est ma première question. Ma deuxième question, quels sont les conseils à donner à nos autorités pour le retour de brigades de sécurité civile? Et pour finir, ce qui s'est passé
avec la frontière de Dufayet où les douaniers sont venus, les présumés douaniers ou policiers sont venus ramasser. Je me demande où sont passées les sécurités frontalières. Ils sont où actuellement dans le pays? Merci beaucoup à vous. Merci, Emmanuel Avlessi, un 6e auditeur. Bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur ou madame. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Et je m'appelle Renou Sébastien depuis Azoulissé. Nous vous écoutons, monsieur Renou. Merci. Je remercie beaucoup votre invité vu son développement et toutes les actions de la sécurité. Et je veux lui poser une question. Enfin, la gendarmerie n'a pas été supprimée, mais il est en régression. Et pourquoi le Bénin, en tant que colonie de la France colonisée par la France, a adopté les mêmes systèmes de gendarmerie de la police, a subi brutalement une annulation de la gendarmerie et une fusion brutale. Est-ce que, vu ce qui a été fait, on peut avoir confiance totale à la police républicaine? Première question. Secondo, pourquoi les gendarmes qui ont été fusionnés avec la police n'ont pas changé le nom, que c'est la police qu'on met et on annule complètement le nom de la gendarmerie? Ou bien c'est vu que la gendarmerie a été formée pour les campagnes en France, ce qui fait le problème, ou c'est quoi? Merci. Merci, Sébastien. Renou, un dernier auditeur à présent. Yossou. Oui, bonjour. Zachary Egouleti. Monsieur Egouleti Zachary, vous allez diminuer le volume de votre radio, s'il vous plaît. Oui. Monsieur l'invité. Bonjour. Nous avons suivi votre exposé. Diminuez le volume de votre radio, monsieur Egouleti. Oui, c'est bon. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est annoncé après lui. Nous allons le prendre en tant que dernier auditeur, lui là, pour que le dernier promis soit pris. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Joseph Komakounou. Je n'ai pas entendu, pardon. Joseph Komakounou. Komakounou Joseph. Oui. Vous nous appelez d'où, monsieur Komakounou? J'appelle de Djefa. De Djefa, dans la commune de Semepodi. Dans la commune de Semepodi. Nous vous écoutons, monsieur Komakounou. Heureux d'entendre certaines choses qui se cachaient. Je voudrais savoir, la police associée à la gendarmerie, la douane fléchie devant une formation civile, est-ce pour une économie? À quoi cela sert? Merci, c'est tout ce que j'ai à demander. À quoi sert À quoi cela sert réellement pour une nation qui se veut un développement réel? J'avoue que la question n'est pas assez claire. Je ne l'ai pas compris, moi non plus. Joseph, à quoi sert quoi, s'il vous plaît? À quoi sert ces associations de formation d'État? Est-ce pour l'économie, le développement d'un pays? Donc, si je comprends, à quoi sert la formation, il veut passer la fusion. La fusion de la police et la gendarmerie, est-ce pour faire de l'économie? Oui. C'est pour faire développer un pays. Qu'est-ce qu'on veut réellement de nous? Merci, Joseph Komakounou. Nous revenons en plateau sur le Suleiman Hamzat. Nous avons une dizaine de minutes pour répondre à ces différentes questions. Je vous laisse y aller. Nous allons essayer d'apporter le peu que nous avons. Bien sûr, en réaffirmant ici haut et fort que nous ne détenons pas la science infuse. Comme je dis, ce qui nous a été appris et que nous connaissons, personne ne peut nous l'arracher. Je vais d'abord répondre à M. Yves Awanyinou, qui se pose des questions sur le général Honopé. Je n'ai pas... Non, c'est plutôt Eugène Ewanyinou. Eugène Ewanyinou, qui demande si vous avez des nouvelles du général Honopé. Écoutez, je sais qu'il est rentré.
il était, d'après ses dits, en mission. On l'a vu rentrer par l'aéroport de Cotonou. On l'a vu à la passation du service. Et depuis, plus de nouvelles. Si vous nous dites qu'il est paralysé, qu'il a tel souci ou tel souci, mais écoutez, inquiétons-nous tous. Inquiétons-nous tous. On va parler les rumeurs de je dis ce qu'il vient de dire. Je n'ai rien dit de plus. Je n'ai rien ajouté, j'ai rien dit. Il n'a pas la certitude, il dit qu'il apprend. Donc on ne peut pas... Donc je dis si nous nous exprimons dans un langage assez clair pour les auditeurs. Si c'est le cas, mais inquiétons-nous tous. Parce qu'après tout, qu'il soit bon ou mauvais, il reste un citoyen béninois. Et il est de notre devoir à nous tous, nos politiques en premier, de chercher à prendre de ces nouvelles et nous inquiéter. Ouais, c'est ça, c'est en cela que je me plains aussi de nos politiques, qui attendent toujours la 10e minute pour réagir. Donc, si tel est le cas, que le général Honokwe, dans les conditions telles que décrites par notre auditeur, je pense qu'il faille tout de suite chercher à comprendre, faire une délégation. Je crois qu'il n'est pas interdit d'aller chez lui pour aller comprendre. On ne sait non plus si c'est fait, parce que c'est pas... Non, raison de plus pour aller constater. Je vous ai dit, je suis un homme de terrain. Je ferai des vérifications et je vous reviendrai en temps opportun. Mais à ma connaissance, tout ce que vous dites là ne me paraît pas rassurant. Ensuite, il y a M. Robert Keke. Qui parle de la position du commissariat à Ifonyi. Mais écoutez, est-ce que vous trouvez sérieux, franchement, qu'un commissariat frontalier soit mis à 15 km? Bon, on sait qu'il y a la BGF, la BGF, l'Agence béninoise de la gestion des frontières. Non, il y a même une unité spécialisée, l'USF, l'unité de sécurisation des frontières. Mais qu'est-ce qu'elle... Elle est où cette unité-là par rapport à une frontière comme ça? C'est ce que je vous dis. Tout ce qui vient du Nigeria, mais il y a, entre le Nigeria et nous, il y a un flux permanent d'échanges. Et compte tenu de ce flux, n'est-ce pas, on ne peut pas se permettre de ne pas prendre des mesures draconiennes. Aller mettre un commissariat à 15 km, franchement, c'est se foutre royalement de la gueule des populations. Et il vient de le dire. S'il y a un incident, il a dit que le commissariat a des motos. C'est plus pratique, non? Mais vous avez le temps quand même d'équiper des gens qui roulent dans de grosses berlines, qui sont à Cotonou, qui se pavanent. Je pèse mes mots. Hein. Je vous ai dit, je n'ai pas le sens de la peur. Là, quand vous êtes dans la vérité, même le couteau à la gorge me dit, mon père, il dit foncez droit, parce que la vérité, si elle ne vous est pas reconnue par les hommes, elle vous sera reconnue par Dieu. Alors, qu'on aille mettre un commissariat à 15 km d'une frontière... Sous réserve de vérification aussi. S'il le dit et il a donné son nom, il peut être retrouvé. Quand on est dans des états sérieux, comme je vous l'ai dit, il a donné un nom. Il suffit de faire une enquête, il sera retrouvé. Pourquoi ne même pas aller faire une enquête pour les radios que vous êtes? Aller à 15 km pour aller voir aussi ce qui se passe. Si c'est vrai qu'il y a des informations, mais c'est pas sérieux. Je trouve pas, à mon avis, c'est pas sérieux. Parce que les populations ont le droit à la quiétude. Et la quiétude vient du fait aussi d'avoir, n'est-ce pas, ce minimum de sécurité. Et il pose une troisième question. Il parle de ces commissaires qui sont limogés. Qui sont limogés. Souvent, quand il y a je vous l'ai dit dans cette émission. Quand vous limogez à tout va, parce que vous voulez vous sentir fort, un régime... Vous donnez l'impression d'être un régime répressif. Et ce que vous limogez là, tenez-vous tranquille, hein. Vous fabriquez encore des chômeurs, on en a déjà trop. Donc, évitez d'en rajouter. Et mieux, ce sont des gens qui sont entraînés et spécialisés dans le maniement des armes. Souffrez que si ces individus, ces personnes, pour être un peu plus poli, n'ont pas de quoi manger un jour.
compte tenu de la formation qu'ils ont retrouvée et qu'ils ont acquis, accepter qu'ils aillent se mettre au coin de la rue pour guetter le premier venu. Avant de radier une personne, quand même, il y a des... Je ne sais pas. Ils l'ont fait, ça a été acté. Maintenant qu'ils réfléchissent à ce que ça ne se répète plus, parce que ça crée un dommage et ça nous met en insécurité. Ensuite, nous passons à Ligue 1. On était en train de parler déjà plutôt de Sébastien Nyorosso, c'est lui qui parlait de limogeage. Avant lui, il y avait un certain Ligue 1. Oui, Innocent, qui parlait des policiers qui sortent à 20h pour contrôler les pièces et tout ça. Le policier est entièrement dans son droit des missions qui lui sont conférées. Il est question, et je prends le cas de Parakou d'ailleurs, j'y étais, j'ai été arrêté aussi, en C4, une nuit comme ça où je retournais chez moi. Il y a eu un contrôle, j'ai présenté mes documents, ils ont trouvé que j'étais en règle, ils m'ont laissé passer. Et pendant ce temps, soyez-en rassurés, il y avait une flopée de motos qui était à côté. Et je me suis intéressé à savoir, mais pourquoi il y a autant de motos arrêtées? Figurez-vous, parmi les motos arrêtées, il y en avait beaucoup qui n'avaient plus de propriétaire le lendemain. C'est tellement des motos volées. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et qui, jusqu'aujourd'hui, n'ont jamais été réclamées, puisque nous nous renseignons. Donc, il faudrait que les forces de l'ordre fassent leur travail. Et si vous vous sentez des gens, des citoyens, pour parler en termes un peu plus clairs, des citoyens honnêtes, sortez toujours en règle. Ça fait de vous des hommes intègres, des patriotes. Un citoyen qui se balade dans la nature, sans pièce d'identité, avec une moto qui n'a aucune référence, souffrez qu'on l'appelle un voyou. La force de sécurité qui tire et qui tue des citoyens, alors qu'on peut les maîtriser autrement. Si vous commettez des impondérables sans défendre des policiers, et que l'agent se trouve dans une position de légitime défense, parce que vous lui braquez une arme sur la tempe, parce qu'on ne dit pas ça souvent, et que vous braquez une arme sur la tempe, je vous parle de moi, je ne vous parle pas du policier. Si je me retrouve dans cette situation, je neutralise mon adversaire pur et dur. Ne rigolez pas avec ça. Une fois que le monsieur est à terre, il est à terre. Pourquoi dans le cas des braquages, quand vous voyez du sang qui coule parce que c'est la victime qui est à terre, vous plaignez? Ça fait un tollé. Ah oui, les forces de l'ordre n'ont rien foutu. On a tiré, on a abattu telle personne. Mais quand c'est les forces de l'ordre qui abattent quelqu'un sous prétexte, je dis bien sous prétexte, je mets ça entre guillemets, que la personne a eu un comportement, n'est-ce pas, pas catholique. Mais il faudrait que le gars en position de légitime défense sorte ton âme aussi. Mais ce n'est pas une raison. Je dis bien, ce n'est pas une raison pour avoir la gâchette facile, parce qu'il y a bien d'autres méthodes pour neutraliser nos on en a appris ces derniers temps où des gens ont demandé aux gens de se coucher, ils se sont couchés, les gens sont partis, et les sont neutralisés. J'allais revenir à la méthode de formation. Prenez les Israéliens. Vous voyez le cas du soldat qui est à la frontière, voyait un terroriste au sol et qui lui a logé une balle dans la tête. Ah, il était neutralisé. Il était déjà au sol. Donc, vivant, mais il a quand même appuyé sur la gâchette, il a envoyé sous terre directement. Vous avez vu la suite? Prison, audition, tribunal et tout ce qui s'ensuit. Ça, bon, c'est dans des États où c'est un peu plus sérieux. Mais ici, chez nous, quand nos forces de l'homme parfois même tuent injustement, qui en parle? C'est le côté négatif de la question. C'est l'agent qui fait son rapport. Il y a toujours quelque chose qu'on colle. Oui, mais il va falloir que nos hommes, comment on appelle, en toge noire, puissent parfois prendre sur eux d'investiguer certaines... La plupart du temps, c'est que le policier ou le militaire est protégé par sa hiérarchie. Non. J'ai connu des cas ici où les policiers n'ont pas été. D'autres questions sur les Amzat? Nous étions... bon, on arrive à Sébastien Nyorosso, qui parlait de... Oui, c'est lui qui parlait de braquage. Oui. Conversion de grade qui pose problème. Voilà, je vous ai parlé de la... Problème de fusion. Mais oui, je vous ai parlé
ce constat-là que j'ai fait par rapport à la police. Déjà, quand j'ai vu, vous voyez, le président de la République, quand il a lancé cette idée de force, il a bien dit une force. On a entendu parler de police. À mon avis, je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est arrivé quand même. Non, moi, je n'ai pas entendu le chef de l'État parler de police. Je l'ai entendu parler de force. Que d'autres en ont fait une police républicaine ou une gendarmerie républicaine, moi, j'en sais que dalle. Mais j'ai entendu parler d'une force. Et j'en étais conscient. J'étais content de ça. Et pour moi, il était question d'armer, de former et d'armer des unités comme le RAID, la Compagnie républicaine de sécurité, l'USF, la BAC, etc., le GIGN y compris, pour donner une certaine posture de renforcement et de capacité opérationnelle, n'est-ce pas, aux troupes. Mais il n'était pas question de mélanger la gendarmerie et d'aller à une fusion. Et vous voyez, aujourd'hui, même pour le problème des grades, il y a l'auditeur a cité que le problème des grades, il faut aller en profondeur. Il y a bien pire que ça. Il y a bien pire que... Il y a beaucoup d'autres choses qui ne disent pas leur nom. Et comme moi, je n'aimerais pas citer ici. C'est connu. Pour vous, le choix du nom police républicaine... Déjà, cette histoire de police républicaine, franchement, le chef de l'État... Il faut savoir... Vous savez, je salue toujours, n'est-ce pas, la hauteur d'esprit des présidents comme Mathieu Kérékou, M. Fossoulou. Voilà des patriotes qui se trompent et qui savent dire « nous sommes trompés ». Il se trompe, il va devant son peuple, il dit « c'était pas la voie, je me suis trompé, on fait demi-tour ». Quelle honte il y a à dire ça? Il n'y a aucune honte à le faire. Il n'y a aucune honte à dire « je me suis trompé ». Si je vous commets un tort, mais en toute humilité, je viens vous voir, je pense avoir dit ça, ce n'était pas digne de ma part. Je te présente toutes mes excuses. Je vous présente toutes mes excuses. Et la vie continue. Qui ne se trompe pas? Pour vous, c'est que le président de la République vient de dire qu'il s'est trompé en disant... Moi, je l'aurais fait. En tant que chef de l'État, j'ai donné sur... Il a séparé à nouveau, c'est ça? Je suis désolé, j'ai donné sur une antenne de télévision, n'est-ce pas, mon point de vue par rapport au général Gilbert Diendéré du Burkina, qui fait l'objet du régime du Burkina par rapport au terrorisme. Un monsieur qui est en détention, mais qui réfléchit à travers un certain nombre de mémoires et de réflexions, à faire des propositions au régime en place pour que le terrorisme puisse s'arrêter. Mais c'est à saluer. Moi, je respecte ce genre d'homme. Mais ça ne le dispense pas des actes pour lesquels il a été condamné. Donc, si on fusionne pour fusionner, parce qu'on a envie de faire une force, à quelle fin? Vous et moi, nous n'en savons rien, mais il serait quand même un peu plus responsable de réfléchir et de dire, là on s'est trompé. Souleymane Hamzat, nous sommes malheureusement à la fin de cette émission. Je vais penser à Emmanuel et à Vlessi. Un pays sans sécurité, un pays sans sécurité, c'est le bordel. Et quel conseil j'aurais à donner? Non, je ne suis pas instructeur ni machin. Moi, je vous dis, il faut être consulté. Il faut être consulté pour apporter sa part de vérité. Donc vous attendez d'être consulté d'abord. Écoutez, je suis le président du mouvement patriotique de la jeunesse. Le patriotisme, c'est là. Le patriotisme, ça commence par ce plateau. Et il y va de ce que je vous dis. Nous sommes à la fin de cette émission sur le Madame Zat. Sous fini, on va laisser les questions. Là, ça va vous prendre votre... Non, Zachary Gouletti, Joseph, je suis malheureusement au regret de ne pas pouvoir vous répondre tous. Mais sachez une chose, pour conclure, puisqu'il s'agit de conclusion, la sécurité n'est un apanage des populations. Ce n'est pas l'apanage des populations. La sécurité est celle des hommes recrutés et formés dans les règles de l'art. Si ça veut que vous refusez la sécurité, tenez-vous tranquille, l'insécurité sera à vos portes. Et le Bénin n'en a pas besoin.
Nous sommes un pays de paix, de justice et de progrès. Et comme le disent nos chers papas, le président, j'en cite deux souvent, Mathieu Kérékou et Nicéphore Souglo, il faut que la paix revienne dans notre pays. Et refuser de gérer la paix, vous serez obligé de gérer la guerre. Souleymane Hamzat, vous êtes consultant en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité. Vous êtes aussi président d'un mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine. On vous a reçu pour parler des questions de sécurité qui se posent à notre pays. Analyser le dispositif mis en place depuis le 1er janvier 2018 où on parle de police républicaine. Les auditeurs vous auront suivi et feront leur avis à leur niveau. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous remercie. Merci à Mohamed Liamini pour la mise en onde. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Sans langue de bois, ce sera encore dimanche prochain.